parti. La matinale Toxa, 8h-10h, à la volée. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Rémi Tel. Rémi Tel, vous êtes le fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de nombreux ouvrages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de l'avenir de la société industrielle, qui est édité par les éditions du Verbe Haut et sorti vendredi dernier. C'est vous qui l'avez traduit. Et à noter, c'est un ouvrage donc explosif qui a été écrit en 1971 et publié pour la première fois en 1995, qui met en garde contre un système dont nous serions tous des prisonniers et qui s'auto-alimente, débouchant nécessairement sur une privation des libertés. Un ouvrage que vous qualifiez de prophétique, visionnaire à n'en pas douter. Pourtant, beaucoup ont du mal à se l'approprier, et notamment les différentes mouvances politiques. Ted Kaczynski, on le rappelle, est un personnage tout à fait singulier, infréquentable. Trop cynique pour la gauche, trop réaliste aussi sûrement. D'ailleurs, il a des mots très durs sur le gauchisme ou le progressisme, qui désigne selon lui un type symptomatique de victime de cette société honnie. Mais nous y reviendrons. Trop anticonformiste pour la droite, il est bien trop scandaleux, marginal, infréquentable, on le disait, et d'ailleurs les conservateurs ne sont pas en reste. Ted Kaczynski est la bête noire de la pensée politique, celui dont personne ne veut, ni à gauche ni à droite, ni les écologistes, et pour cause, il n'est autre que Unabomber, dont la tête fut mise à prix par les renseignements des États-Unis pour $1 million. Pendant presque 20 ans, entre 1978 et 1996, il a fait tourner le FBI en bourrique, et il est l'objet de la traque la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre homme, qui vivait reclus dans une cabane, avait un dada, envoyait des colis piégés. À son tableau, 3 morts, 29 blessés, un manifeste et de nombreuses lettres. Un choix de vie surprenant quand on sait qu'il avait toutes les clés en main pour devenir un des moteurs de ce système qu'il critique tant. Mathématicien brillant, il entre à Harvard âgé d'à peine 16 ans. Il est féru d'anthropologie. Ted Kaczynski n'a pas le profil type du terroriste de notre époque, ce qui en fait un personnage tout à fait intriguant. Pourriez-vous nous parler un petit peu justement de cet auteur et de cet auteur si singulier, qu'est-ce qui fait sa particularité ? Alors ça, infréquentable, Ted Kaczynski l'a été pendant très 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 longtemps, et vous l'avez rappelé, Roxane, il fut l'objet de la traque la plus longue et la plus coûteuse des autorités fédérales américaines. Il y a quelque chose qui change la donne, et c'est pour ça qu'on a décidé avec Sylvain Durin, mon éditeur, de cette réédition. C'est que Ted Kaczynski est mort. Il est mort en juin dernier. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, moi j'ai découvert son manifeste au printemps, et en juin, on faisait une dédicace ensemble avec Sylvain Durin, et on parlait de ce projet de réédition qu'il a accepté courageusement d'ailleurs, et le soir même il me renvoie un message en me disant il vient de mourir. Et en fait le jour où nous évoquions sa réédition en France, ça n'avait pas été fait depuis des années. Ted Kaczynski est mort. Il a été infréquentable parce que très critique du progressisme, ou de ce qu'il appelait le gauchisme, qui est traduit par progressisme dans le livre, parce que ça me semble mieux correspondre à ce qu'il décrivait. Et puis, parce que pour les gens de droite, pour les conservateurs, il passe pour un gauchiste, puisque son idéologie, en fait, était une idéologie anti-technologie, valorisant la nature. Or, se tromper sur le cas de Kaczynski, que de le prendre pour une sorte de Greta Thunberg, si vous voulez, des années 70-90, c'est tout le contraire, et il démontre bien comment les progressistes, en réalité, sont le dernier rempart du système industriel qu'il dénonce. C'est la raison de cette incompréhension, c'est la raison de cette peur. Aujourd'hui, Ted Kaczynski est mort, ses crimes ont beaucoup fait parler de lui, son œuvre beaucoup moins, et pourtant c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je crois, dans sa vie, et c'est la raison pour laquelle on a voulu rééditer ce manifeste. Alors justement, son œuvre, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette thèse principale, quelle est la pensée de Théodore Kaczynski ? L'idée principale est la suivante. La technologie est le principe actif et explicatif du monde moderne. Et la société techno-industrielle est condamnée à
faire disparaître en fait la liberté humaine, puisque, pour reprendre les mots de Bernanos, la société des machines est elle-même une machine. Kaczynski compléterait que dans cette société des machines, l'homme fait figure de rouage, et vous savez que dans n'importe quelle machine, un rouage doit être correctement ajusté. S'il y a trop de jeu, eh bien la machine ne fonctionne plus. Et donc Kaczynski en fait nous explique qu'il y a un système cohérent, intriqué, dont l'ensemble des parties sont interdépendantes et qui mécaniquement, sans mauvais jeu de mots, entraînera l'asservissement de l'homme, la perte de sa liberté et la perte de sa dignité, quand bien même il lui reconnaît tout un tas d'avantages. Les pages du livre commencent par la concession selon laquelle la société industrielle a considérablement accru l'espérance de vie humaine, mais qu'elle a soumis l'homme à des indignités sans précédent, et que ces indignités sont condamné d'une certaine façon à s'accroître au fur et à mesure que s'approfondira la société industrielle. C'est vraiment la thèse de Kaczynski, cette idée au fond que l'homme est un spectateur de sa vie, d'un monde qu'il ne contrôle plus, qui est tenu par une logique, qui est la logique technique, qu'il est ainsi humilié, frustré, et que pour justement parer à cette humiliation, à cette frustration, à tous les comportements quasiment pathologiques, symptomatiques créés par la société industrielle doit l'adapter. Elle doit l'adapter par la manipulation psychologique et elle doit l'adapter par la manipulation biologique, que ce soit par les drogues, la prescription d'antidépresseurs ou même le génie génétique. Alors on va développer un petit peu tout ça au long de cet entretien. Dans votre introduction, donc, comme vous le disiez, vous expliquez que cette traduction partait à l'origine d'une sorte de discussion de comptoir qui était devenue presque un devoir moral après que la nouvelle de la mort de Ted Kaczynski a traversé l'Atlantique. On sent un attachement un peu particulier à ce personnage, un rapport un peu particulier que l'on retrouve d'ailleurs chez de nombreux lecteurs de Ted Kaczynski qui souvent sont un peu intrigués, un peu fascinés par ce personnage ambivalent. C'est pas un choix anodin de traduire justement ce livre. Est-ce que la mort de Ted Kaczynski a changé quelque chose dans cette volonté, ou alors qu'est-ce qui vous a vraiment motivé en fait à traduire et à diffuser cette œuvre ? Alors on s'est dit que Ted Kaczynski était mort, mais que ses idées étaient plus vivantes que jamais. À une époque, j'en parle dans l'introduction, où les libertés sont attaquées comme ça n'a pas été le cas depuis très 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 longtemps, où le génie génétique, la manipulation psychologique sont devenus la règle. Au fond, l'histoire et la suite des événements ont validé l'ensemble des thèses et des prophéties quasiment de Ted Kaczynski 50 ans après. Et puisqu'il est mort et que peut-être la réflexion autour de son cas est dans cette mesure moins passionnée, on a pensé que c'était le moment de rééditer l'œuvre. Quant à la fascination qu'il entretient, je pense qu'elle tient en partie à ce que vous avez dit dans votre introduction, c'est-à-dire que on vit dans une époque, Kaczynski en parle d'ailleurs, de dissonance cognitive un peu généralisée, avec un décalage entre les principes auxquels on peut adhérer personnellement et ce que le système dans lequel nous nous intégrons nous force à faire ou à ne pas faire. Kaczynski, lui, a choisi d'être complètement en ligne entre ses croyances et sa vie, puisqu'il abandonne une carrière extrêmement prometteuse de mathématicien aux États-Unis. Je crois que c'est en 67 il obtient le prix de la meilleure thèse en mathématiques du pays. C'est quand même pas rien. On aurait pu lui prédire pour lui la médaille Fields ou une carrière vraiment internationale en mathématiques pour une cabane dans le Montana, sans eau, électricité, ni déclaration d'impôt. Et donc le fait d'être comme ça, en phase jusqu'au bout avec les idées qu'il défendait, le rend particulièrement intéressant, et je pense que ça explique une partie du lien singulier qu'ont ses lecteurs avec lui. Et c'est vrai que quand on découvre la société industrielle et son avenir, on peut plus s'en détacher, parce qu'en fait on se rend compte que la plupart, si ce n'est la totalité des phénomènes contemporains, se rapportent d'une manière ou d'une autre aux thèses de Théodore Kaczynski. Oui, voilà. Et puis, du coup, donc, vous reveniez sur cette marginalité un petit peu décidée, en accord, finalement, en cohérence totale avec sa doctrine, avec sa pensée, avec son manifeste. Et finalement, on pourrait presque lui accorder une sorte de
de bénéfice du doute également, puisqu'on remarque qu'il y a un certain humour presque chez Kaczynski, alors qui parfois peut s'avérer être un humour presque un peu noir. Mais on a par exemple l'anecdote sur lorsqu'il a demandé à figurer dans l'annuaire des anciens de l'université, où il disait que sa profession était d'être prisonnier et que dans ses prix et récompenses, il énumérait toutes ses professions à vie. L'histoire même de la première publication de son manifeste est assez humoristique. Il a pris en rançon finalement les journaux nationaux. Et déçu par le premier journal qui lui a proposé de publier son manifeste, il s'est en plus de ça permis de critiquer ce journal et de s'octroyer une dernière bombe létale en guise de protestation. Vous invitez en introduction le lecteur à porter attention sur la substance de ce livre et laisser de côté ces crimes qui ont, je vous cite, déjà suffisamment éclipsé son œuvre. Mais n'est-ce pas aussi justement ce qui participe de son œuvre ? Son œuvre n'est-elle pas aussi celle de sa vie ? Il y a une cohérence jusqu'au bout et jusqu'au sang, d'une certaine manière. Alors, très clairement, dans l'introduction, j'explique que la violence politique n'est pas disqualifiante en soi. Trouvez-moi une seule grande césure de notre histoire collective ou de l'histoire de France qui se soit réalisée sans violence. Mais il faut qu'elle soit correctement orientée, et je crois que dans le cas spécifique de Ted Kaczynski, il y a quelque chose d'un petit peu erratique ou d'incompréhensible dans le choix des cibles, le fait qu'elles aient été régulièrement manquées, etc., qui, au fond, a desservi son travail. Donc je n'ai pas d'opposition de principe à la violence politique dès lors qu'elle est orientée dans la bonne direction et au service d'une cause utile. Mais dans le cas vraiment d'espèce, j'ai un doute sur le succès en fait, qu'il a rencontré. En tout cas, ça démontre les actions qu'il a menées, qu'il était vraiment convaincu par les idées qu'il professait et qu'il ne s'agissait pas d'une posture bourgeoise, un peu de retrait du monde sur un Aventin artificiel et d'une critique d'une société qui, en fait, lui permettait de s'exprimer. Non, il a fait le choix d'une césure, enfin d'une coupure radicale avec ce monde-là, et dans cette mesure, on peut saluer d'une certaine façon sa cohérence, oui. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. La société industrielle est finalement inhérente à une privation des libertés et une société qui va de plus en plus restreindre finalement ces libertés. On irait même plus loin en disant que la société industrielle est la cause presque de tous les maux de la société. L'immigration, les psychoses, les maladies mentales. La société industrielle, donc, elle a considérablement, certes, amélioré le confort des sociétés dites développées, mais à quel prix, finalement ? Ted Kaczynski parle d'une privation de liberté. Est-ce que vous pourriez développer en quoi est-ce que cette société industrielle piétine, finalement, les libertés individuelles ? Je vais vous prendre un exemple pour que tout le monde comprenne bien, et un exemple qui semble volontairement très éloigné de notre sujet. Regardez la crise que nous traversons en ce moment avec ces aéroports évacués, le château de Versailles évacué 5 fois en 10 jours, etc. Cette inquiétude, les attentats récemment, les tueries à Bruxelles, la tuerie dans le lycée d'Arras de ce professeur qui a été égorgé. Bon, tout ça semble très loin de la société industrielle. Voici pourtant comment cela se raccroche à la théorie de Ted Kaczynski. Kaczynski explique que la société industrielle, afin de s'accaparer la loyauté de l'individu, doit détruire les communautés naturelles. Au premier rang de ces communautés naturelles figure la culture, par exemple. Et donc, elle organise les conditions du multiculturalisme, justement pour briser donc, ces communautés et s'accaparer la loyauté de l'individu. De ce fait, elle va créer les conditions de la guerre civile. C'est une difficulté que crée la société industrielle. Et pour parer à cette guerre civile, elle ne va pas renoncer
à sa décision prioritaire, mais elle va utiliser la liberté humaine comme variable d'ajustement. Aujourd'hui, on place des portiques à l'entrée de sécurité, des portiques de sécurité à l'entrée des lycées plutôt que de rétablir, par exemple, les contrôles aux frontières. On voit donc bien que là, c'est la logique de la société industrielle qui opère, c'est-à-dire destruction des communautés naturelles, un problème engendré par cette destruction et la liberté humaine qui sert de variable d'ajustement. Et donc, ici, là, se joue, et encore une fois, c'est peut-être l'exemple qui, a priori, semble le plus éloigné des thèses de Kaczynski, mais en fait, ici se joue la mécanique qu'il décrit, à savoir celle d'une société qui n'a pas d'autre choix, d'une certaine façon, que de restreindre la liberté humaine pour continuer à fonctionner. Les rouages doivent être parfaitement ajustés et les rouages doivent être parfaitement huilés. Et quand il y a un désajustement, quand il y a du jeu d'une certaine façon, eh bien on adapte, soit par la restriction de la liberté humaine, et comme ces restrictions sont vécues de façon difficile par les populations, en fait, on fait en sorte qu'ils désirent ce que le système veut pour eux. Et pour ça, il y a deux moyens, la manipulation psychologique par la propagande ou, par exemple, par les manuels scolaires. Il parle beaucoup du rôle de l'éducation dans le formatage des esprits et la manipulation biologique. Regardez la façon dont notre pays, qui est à la fois l'auteur de la modernité et l'une de ses principales victimes, consomme par exemple des antidépresseurs. Regardez l'explosion du marché de la cocaïne suite à la pandémie de Covid-19. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il s'agit d'une affaire de hasard, ou on peut se dire c'est une adaptation finalement du système industriel qui brise les individus, qui les brise psychologiquement, mais qui, afin qu'ils continuent à lui servir, en fait, trouve des sortes de béquilles. Par exemple, la cocaïne est un neurostimulant. Donc, quand on a brisé un individu, finalement, c'est pas si dérangeant que ça pour le système qu'il puisse retrouver un peu d'énergie de cette façon. Et donc, voilà. Donc, c'est ce qui explique la manipulation psychologique, la manipulation biologique et demain, peut-être, la manipulation génétique. Je vous renvoie aux travaux en cours d'Elon Musk sur les neuroprothèses pour améliorer les facultés cognitives des enfants, etc. Alors justement, ce ressort psychologique, c'est un petit peu la première strate de cet emprisonnement, on va dire, dans cette espèce de grand système. Pardon. Oui, Ted Kaczynski parle de la question du processus de pouvoir, qui est un processus inhérent à l'homme et qui générerait une extrême frustration dans cette société, qui serait donc cette frustration responsable elle-même de tous ces maladies mentales. Est-ce que je peux revenir 2 secondes dessus ? Oui, justement. Alors, ce processus est central dans l'analyse de Kaczynski. Il considère en fait que tous les hommes ont un besoin inné, naturel, spontané, biologique, de pouvoir ou plutôt même de puissance. Et qu'il y a un processus propre à la nature humaine, qu'il qualifie de processus, que je traduis moi comme processus de puissance, power process, dans la version initiale, qui est de dire que l'homme a besoin de se fixer des objectifs, de consentir un certain effort pour atteindre ses objectifs et de réaliser ses objectifs. Et qu'au fond, la liberté humaine, c'est ça. C'est le passage par le processus de puissance. Et que la société industrielle, en fait, confisque ce processus de puissance parce que la plupart des paramètres de la vie d'un homme ne sont plus dans son champ de contrôle, c'est-à-dire qu'il ne définit pas les objectifs, il n'a pas à fournir d'efforts pour atteindre ses objectifs et il ne les réalise pas de façon autonome. Ou bien, pour ce qui est de ses besoins vitaux, ce sont des besoins vitaux qui sont satisfaits sans le moindre effort. Ou un simple effort, c'est celui de l'obéissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous conformez à la façon dont le système veut que vous agissiez et vous, grâce à des allocations ou autres, vous obtenez les moyens nécessaires à votre subsistance. Donc en fait, il y a une confiscation du processus de puissance chez l'homme moderne qui est au cœur de son humanité et qui crée donc un certain nombre de troubles psychologiques, une quête effrénée de plaisir, des perversions sexuelles, de la criminalité par exemple. Et pour parer à ces difficultés, la société industrielle doit adapter l'homme à nouveau par la manipulation psychologique, par la manipulation biologique. Voilà, et c'est là aussi que du coup l'homme va se chercher des accomplissements futiles
et qui vont être une perte de temps et souvent gaspillées en consommation. Ce que Kaczynski aborde comme étant des activités de substitution, c'est-à-dire une sorte de sublimation du processus de puissance, en expliquant bien que si on donnait, ou plutôt si l'homme reprenait la capacité à se fixer des objectifs, faire un effort pour atteindre les objectifs et atteindre les objectifs, bref, s'il pouvait se réaliser lui-même, au fond, ces activités de substitution, qui peuvent être la traduction de livres, par exemple, lui deviendraient complètement accessoires et il n'y trouverait aucune forme de plaisir. Et il démontre bien qu'en fait, les activités de substitution sont, pour 90% des individus, insuffisantes pour trouver vraiment un épanouissement dans la vie. Et alors justement, il est un symptôme et un anticorps de cette société industrielle, c'est le progressisme. Donc eux prennent aussi pour leur grade des pages qui sont, il faut le reconnaître, assez dures et assez amusantes, assez jouissives. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition du progressisme entendu par Ted Kaczynski justement dans cet ouvrage et ce que cela dit de notre société? Alors, il le définit en 2 mots, le progressisme, Theodor Kaczynski, maladie mentale. Voilà, il estime que le progressisme n'est pas une idéologie, mais une maladie mentale qui part d'un sentiment d'infériorité et d'un hyperconformisme aux attentes de la société industrielle, et que ce sentiment d'infériorité et cet hyperconformisme sont surmontés d'une certaine manière par l'identification à des groupes perçus comme étant faibles. Alors, il ne dénonce pas ces groupes en tant que tels, mais ça peut être les minorités ethniques, les minorités sexuelles, etc. Et qu'au fond, les progressistes utilisent ces groupes pour combler leur sentiment intrinsèque de vide, desservent par là même d'ailleurs les intérêts de ces groupes, parce qu'ils tentent en réalité de conformer ces groupes aux intérêts du système industriel. Prenons par exemple le cas du combat pour les minorités ethniques ou pour ce que certains appellent la discrimination positive. Au fond, nous dit Kaczynski, que veulent les progressistes? Ils veulent adapter l'homme des minorités ethniques aux exigences du système industriel. Par exemple, il prend le cas de la minorité afro-américaine aux États-Unis, où le combat des progressistes, ça va être de transformer l'homme noir en chef d'entreprise, en professeur d'université, bref, de le conformer aux idéaux de la société industrielle. Et donc, le progressiste est à la fois l'idiot utile de ce système et puis le pire ennemi des gens qu'il prétend aider. C'est en ça, c'est dans son rapport complètement déréglé aussi au réel que Kaczynski estime que le progressisme est une maladie mentale. Et entre parenthèses, on peut aborder finalement toutes les idéologies sous le prisme de la pathologie psychique ou de la névrose. Mais il y a quand même quelque chose qui est propre au progressisme aujourd'hui, c'est cette espèce effectivement de quasi-psychose, c'est-à-dire d'abandon du principe de réalité avec des conséquences terribles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur des enfants de 5 ans qu'on va charcuter ou auxquels on va donner des hormones parce qu'on leur explique qu'ils sont différents de ce qu'ils sont, etc. Et peut-être qu'il y a 10 ans, on se serait dit il y va un peu fort, le Kaczynski. Aujourd'hui, le progressisme maladie mentale, pourquoi pas? Oui, et alors, donc Ted Kaczynski dit justement, rattache aussi cette maladie mentale à, on le disait, à cette frustration générée par l'absence de processus de réalisation. Et une frustration qui serait si grande donc, que ces personnes militent au mieux dans les limites permises par la société industrielle et au pire dans son sens. Et pour cela, il parle aussi du phénomène de sursocialisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot rapidement ? Alors effectivement, je suis passé un peu rapidement sur les origines du progressisme. Les origines du progressisme, c'est un sentiment d'infériorité parce que ce sentiment d'infériorité, il est produit par la confiscation du processus de puissance. Donc à la base véritable du progressisme, il y a la domestication de l'homme par la société industrielle qui l'humilie, et cet homme humilié va trouver une sorte de solution à son humiliation dans le progressisme. Et cette sursocialisation, c'est ce que j'appelle aussi l'hyperconformisme, c'est-à-dire que le progressiste
d'une certaine façon, anticipe les attentes de la société industrielle à son endroit, et il s'y plie tout en prétendant se rebeller contre elle. Vous voyez par exemple sur le cas de la lutte antiraciste, en fait on est dans une lutte qui est complètement conforme aux intérêts du système industriel, c'est ce que je vous expliquais au départ, destruction des communautés naturelles, destruction des frontières. Les antiracistes aujourd'hui, par exemple, prenez le cas des antifas, se prétendent opposés au système. Ils vont brûler des poubelles, ils manifestent de façon ultra-violente dans les rues, etc. Mais en réalité, ils en servent les intérêts profonds. Ils sont donc sursocialisés, suradaptés aux attentes profondes du système industriel et ils font office en réalité d'agents par excellence du système industriel tout en prétendant se rebeller contre lui. C'est ce qu'explique Théodore Kaczynski. Et alors, il est très remonté, du coup, contre ce gauchisme, ce progressisme, qui serait une sorte de synthèse absurde des souffrances psychologiques de l'homme moderne. Et surtout, ce que lui reproche finalement l'auteur, c'est de happer les jeunes esprits révolutionnaires pour en faire des garde-fous du système. Et en quoi est-ce que cet éclairage-là va apporter une explication sur son action aussi terroriste, dans le sens d'être avec ou contre le système et cette espèce de radicalité de la pensée? Alors Kaczynski explique qu'en matière de lutte contre le système industriel, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis sociaux. Il démontre comment les compromis sociaux sont sans cesse réaménagés avec la politique des petits pas et à la fin conduisent au pire. Alors peut-être plus lentement, mais il reste sur le même chemin. Il démontre aussi que le système industriel est un tout unifié, intriqué, dont les parties sont interdépendantes et qu'on ne peut pas faire le tri d'une certaine façon entre les bons aspects de la société industrielle, par exemple le progrès médical, et ses mauvais aspects. Les prothèses de Neuralink d'Elon Musk. Tout simplement parce que les progrès sont interdépendants les uns des autres et qu'un progrès maintenu seul ne serait pas non plus bénéfique. Il prend sur le progrès médical un exemple d'un traitement hypothétique pour permettre aux gens de mieux vivre avec le diabète. Ce traitement, en fait, permettrait aux diabétiques d'avoir la même espérance de vie que vous et moi. Les gènes du diabète se répandrait au sein de la population. Et donc là, le seul moyen finalement de traiter l'espèce humaine afin d'éviter la dégénérescence au sens propre du terme, ce serait par le génie génétique. Donc vous voyez que même le progrès médical seul, selon Kaczynski, encore une fois, ne peut pas être maintenu. Donc il y a un côté tout ou rien. Du reste, il est bien conscient que le point de vue qu'il adopte est un point de vue extrêmement minoritaire. Il en parle, et d'ailleurs, il ne s'en désole pas. Il revient sur cette maxime en fait bien connue, qui est que l'histoire n'est pas tant réalisée par les majorités que par des minorités extrêmement actives. Et pour lui, en fait, les crimes qu'il a commis sont tout simplement des outils au service de la promotion de ses idées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans les années 95, au moment de la publication de son manifeste, en fait, il exerce un chantage contre un certain nombre de journaux américains en disant « Si vous publiez mon texte, je ne tuerai plus ». Voilà. Et donc, il y a une forme d'outil marketing sanglant dans les crimes qu'a commis Théodore Kaczynski, d'où aussi la radicalité de son action. Donc on a bien compris que la société industrielle était porteuse non seulement de restrictions de liberté, mais aussi de dommages psychologiques sur les êtres humains. Peut-on n'être pas radical face à ce constat ? Et est-ce que vous faites l'idée selon laquelle il n'y a pas 100 combats à mener, mais un seul, et que la société tout entière, finalement, doit être... la société industrielle, en tout cas, doit être anéantie? Alors, je pense qu'effectivement, l'essentiel des causes que nous menons, aussi diverses puissent-elles paraître, se rapporte à la question de la société industrielle et de son contrôle croissant, totalitaire,
sur l'espèce humaine, des désordres qu'elle crée et qu'elle prétend résoudre justement en rétrécissant la liberté humaine ou en manipulant l'homme, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan biologique. Évidemment, tout le monde est prêt à renoncer aux prothèses d'Elon Musk, pas forcément au chauffe-eau pour s'abriter l'hiver. Et donc, il y a peut-être d'autres solutions entre-temps, qui ne sont pas des solutions à bon compte, mais j'en évoque quelques-unes dans l'introduction. Par exemple, un krach financier. Alors, juste petite parenthèse quand même. Kaczynski est bien conscient que la disparition nécessaire de la société industrielle engendrera des souffrances inouïes pour l'humanité. Simplement, ce qu'il dit, c'est que d'une part, cette disparition est inéluctable parce que le système industriel est confronté à un certain nombre de défis, au premier rang desquels le défi du comportement humain et de la liberté humaine, et que de toute façon, sa chute est extrêmement probable, et que la disparition du système par lui-même, en fait, serait encore plus coûteuse pour le bonheur humain que sa disparition à la fois du fait d'une mécanique naturelle précipitée d'une certaine façon par l'action révolutionnaire. Donc, il est très honnête, et c'est aussi l'intérêt, je trouve, de ce texte, c'est qu'on n'a pas affaire à un idéologue qui vous dirait je vous montre le paradis. Il montre bien que ça va être très très difficile, mais que de toute façon on n'a pas d'autre choix que ce soit très difficile. Alors autant vivre des moments difficiles debout qu'à genoux d'une certaine façon. Mais je dis dans l'introduction qu'il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Par exemple, celle d'un krach financier. Je vous rappelle que dans les années 90, une seule interview d'un mathématicien à la télévision anglaise a suffi à faire disparaître d'une certaine façon les financements de l'intelligence artificielle pendant 10 ans, à faire connaître un hiver aux recherches sur l'intelligence artificielle. Peut-être que la réorganisation de l'ordre international peut aussi contribuer à nos desseins, parce que jusqu'ici, la technique avance de façon univoque, Kaczynski l'explique très bien, sans rencontrer de limites véritables, et pour cause, puisqu'elle a détruit les résistances, les anticorps culturels, au moins dans le monde occidental. Il en sera peut-être différemment dans le monde multipolaire. Peut-être qu'il y aura des résistances inattendues, et que, vous savez, la fameuse loi de Gabor, selon laquelle tout ce qui est techniquement faisable sera réalisé, va rencontrer à un moment des résistances. Et puis il aborde d'autres sujets, comme la différence entre les technologies centralisées et les technologies décentralisées. Et moi, je crois que ça doit être creusé, par exemple. C'est-à-dire, en gros, la différence entre technologie centralisée et technologie décentralisée. La technologie centralisée, c'est une technologie qui est produite par le système, qui ne peut pas être produite à l'échelle de l'individu ou de la petite communauté, qui est utilisée par l'individu et qui continue à communiquer avec le système. Et bien peut-être qu'on peut imaginer des technologies décentralisées qui soient soit produites par l'individu ou la petite communauté, soit même d'ailleurs par le système. Là, ce sera des technologies un peu partiellement décentralisées, qui soient utilisés par l'individu, mais qui cessent de communiquer avec le système. Et là, ça enlèverait quand même une emprise absolument considérable de la société industrielle sur nos vies. Il y a une communication un peu silencieuse, un dialogue silencieux entre les objets qu'on possède et ceux auxquels on les a achetés. Si on rompait ce dialogue, ça laisserait quand même beaucoup plus de temps à la liberté humaine et la possibilité pour l'homme de s'organiser, justement, face à la société industrielle. Alors, pour que ce soit bien clair, est-ce que vous pourriez donner un exemple ou préciser un petit peu ces deux technologies ? Alors, dans les exemples que lui donne, et après je vais vous donner un exemple auquel j'ai réfléchi. Il explique qu'on ne note aucun recul de technologie décentralisée dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que quand Rome est tombée, la personne qui possédait un savoir-faire, par exemple en termes de plomberie, a continué à pouvoir faire de la plomberie pour sa petite communauté, pour son village. Le forgeron, même après la chute de l'Empire romain, continuait à forger pour lui et pour les siens. En revanche, les grands aqueducs, nous dit-il, ont disparu. Et le système de canalisation des grandes villes
a mis des centaines et des centaines d'années avant de revenir au niveau de celui auquel il était durant l'Empire romain. En gros, c'est le 19e, 20e siècle, tout le mouvement hygiéniste. Donc il y a un recul des technologies centralisées, mais pas de recul sur les technologies décentralisées. Et donc lui appelle à conserver en fait les technologies décentralisées au détriment des technologies centralisées. Je vous parlais peut-être d'un compromis qui pourrait nous faire gagner quelques années d'ici à l'effondrement total de la société industrielle. Regardez nos téléphones portables. Ils fonctionnent grâce à des logiciels qui leur permettent d'avoir leur vie de tous les jours. On pourrait très bien imaginer que demain, on achète des téléphones, mais que ces téléphones cessent d'envoyer des données à la personne qui a produit le téléphone. Ce qui signifie que nos technologies seraient beaucoup moins performantes, puisqu'elles se nourriraient moins d'une sorte de bibliothèque de cas. Vous savez que l'intelligence artificielle fonctionne grâce à une bibliothèque de cas. Donc là, la bibliothèque de cas serait beaucoup plus restreinte, mais cela signifierait qu'il y aurait une appropriation véritable par l'individu et que le contrôle par le système industriel cesserait au-delà d'un certain point. C'est-à-dire que le système, finalement, va donner les outils à l'homme, mais une fois que l'homme aura ces outils en main, il cessera d'exercer son contrôle sur l'homme. Et ça, je pense que ça peut être un vrai sujet dans les régulations, par exemple, dans les années à venir, de dire à des gens qui produisent des technologies, très bien, vous produisez la chose, vous avez votre bibliothèque de cas, vous créez vous-même des réplications, etc., pour qu'il y ait ce fameux deep learning, c'est-à-dire que la machine puisse apprendre par elle-même. Mais une fois que la technologie est dans les mains de l'utilisateur, il n'y a plus de communication ambivalente dans les deux sens de l'utilisateur vers le système centralisé. Ça, je pense que ça peut paraître très technique, mais à mon avis, ça peut changer la donne d'une façon assez puissante. Oui, et alors pour retourner sur du un peu très concret, là, lorsqu'on parle finalement d'un effondrement du système industriel qui devrait arriver, en tout cas, ce système, en fait, au final, on peut se demander, celui qui est prêt à s'écrouler, si ce n'est pas aussi le monde de l'Occident. Vous parliez de l'arrivée sûrement d'un nouveau monde multipolaire, d'un bouleversement un petit peu d'un renversement des puissances. Est-ce que ça pourrait avoir un rôle, un impact dans cet effondrement de la société industrielle ? Alors, la société industrielle se confond entièrement avec le monde occidental et partiellement avec le reste du monde. Et peut-être que là réside justement un espoir pour l'avenir de l'humanité, c'est que le monde occidental s'effondre, que ces avancées d'ailleurs technologiques ont démontré les impacts terribles qu'elles pouvaient avoir en termes de fonctionnement social, de rupture éthique, de rupture morale, de rupture culturelle, ce qui sert d'une certaine façon d'ailleurs d'avertissement au reste du monde. Et je l'ai dit, il est possible que dans les cultures asiatiques, que dans les cultures musulmanes, dans les cultures africaines, un moment, le système industriel rencontre une sorte de limite qui, pour le moment, a été absente du monde occidental. Et donc, c'est terrible parce que nous, on est sur le bateau qui est en train de couler, si vous voulez. Mais peut-être que pour l'avenir de l'espèce humaine, c'est pas une si mauvaise chose que ce déclin de l'Occident. Je sens que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais il faut regarder les choses froidement. Hein. Et entre parenthèses, ceux qui trouveront que c'est encore un souverainiste qui se fait à la fin des fins l'ennemi de la civilisation occidentale, à nouveau, pensez bien que c'est la société industrielle qui a détruit la civilisation occidentale et les nations européennes. Exactement. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi dans ce côté... On sait que les BRICS, même en émergent, ont adopté se sont pas totalement refusés à cette société industrielle, mais tout en restant plus enracinés, plus traditionnels quand même, avec des valeurs peut-être un peu plus traditionnelles. On imagine mal la légalisation de la GPA en Arabie Saoudite. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Vous voyez, mais en tout cas, il y aura des résistances très fortes. Il y aura aussi un phénomène au sein même du monde occidental qui est extrêmement porteur d'espoir. C'est-à-dire que pour la première fois, ce sont les CSP+,
qui vont être touchés par les dernières innovations technologiques. Goldman Sachs a publié un rapport en mars 2023 démontrant que la plupart des métiers qui allaient disparaître du fait de l'intelligence artificielle sont des métiers supposément hautement qualifiés. Informaticien, mathématicien, codeur, traducteur, moi j'ai plus d'avenir. Vous voyez, des gens comme ça. Alors que les métiers manuels, par exemple, vont continuer à perdurer. Et donc pour la première fois dans l'histoire du monde occidental, ce ne sera pas les classes moyennes ou la classe ouvrière qui vont être menacées par ce grand remplacement. Le véritable grand remplacement, c'est le grand remplacement par les robots et l'intelligence artificielle. Mais la classe supérieure. Et peut-être que l'espèce de consensus aujourd'hui, d'équilibre politique qu'on trouve avec des CSP+, qui sont minoritaires dans les pays occidentaux, mais majoritaires au moment d'aller voter et qui maintiennent donc des gens au pouvoir qui servent leurs intérêts, peut-être que là, cet équilibre politique va être rompu. Et donc, ça laisse la porte ouverte, le champ ouvert, si vous voulez, un certain nombre de déstabilisations politiques et de rébellions aussi. Et c'est assez porteur d'espoir, là, pour le coup, y compris au sein du monde occidental. Alors, ce que vous me dites me donne très envie de vous reposer une question et de vous relancer sur un autre sujet. Mais j'aimerais bien, avant tout, revenir sur autre chose, parce qu'il faut suivre le fil. Vous aviez parlé aussi de cette ambivalence entre des problèmes-solutions générés par ce système. Pour rester dans l'actualité là, chaude de ces derniers jours, est-ce qu'on pourrait considérer, par exemple, justement, que des événements comme la menace terroriste ou alors la menace du Covid qu'on a eu encore il y a quelques années, est-ce que ça peut faire partie justement de cet ensemble de causes-conséquences de cette société industrielle ? Ah bah complètement, et d'ailleurs à peu près pour la même raison. Si on suit la théorie officielle sur le Covid, on a donc un virus qui part de Chine et qui se répand dans le monde entier. Et forcément, la mondialisation facilite la diffusion du Covid, la mondialisation voulue par le système industriel. Le système industriel répond à ce problème, puisque les travailleurs ne peuvent plus aller travailler, ils ont le Covid, par un rétrécissement de la liberté humaine. C'est-à-dire qu'à nouveau, dans le cadre du Covid, la liberté humaine a servi d'ajustement pour servir les besoins de la société industrielle. Bon. Au départ, on a montré comment la société industrielle avait tout intérêt à briser les communautés naturelles, au premier rang desquelles les nations ou les civilisations, pour s'attacher l'allégeance exclusive de l'individu. Et comment ce phénomène-là conduisait au choc des civilisations auquel la société industrielle répond par le rétrécissement de la liberté. On met des portiques de sécurité à l'entrée des lycées. Donc en fait, dans ces deux exemples-là, le Covid ou les événements récents terroristes ou géopolitiques, on est en plein dans la mécanique de la société industrielle et on est en plein dans le sujet de Ted Kaczynski. C'est pour ça que j'ai consacré autant de temps à la traduction de ce texte. J'ai vraiment, vous le dis entre nous, Roxane, bousillé mon été sur la traduction de Kaczynski, parce que je suis convaincu que c'est l'ouvrage le plus important pour comprendre le monde actuel et pour le changer. Et alors justement, quel impact est-ce que ça a encore dans la société ? Quelles leçons politiques est-ce qu'on peut en tirer de l'ouvrage de Kaczynski, oui. Alors, il y a plusieurs leçons à en tirer. Déjà, dans une époque où la censure est devenue monnaie commune, à nouveau, la censure, qu'est-ce que c'est ? C'est justement le rétrécissement de la liberté. J'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, ne vous laissez pas intimider par l'image sulfureuse de Ted Kaczynski. Sans doute que si vous êtes à regarder Toxin, c'est que vous écoutez d'autres personnes qui ont été qualifiées des pires sobriquets, si vous voulez, simplement pour avoir exercé leur liberté. Donc déjà, c'est un appel vraiment à s'intéresser finalement à cet homme, et notamment pour son œuvre intellectuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Kaczynski démontre qu'il est possible de vivre vraiment en cohérence
avec ses principes. On en a parlé, je ne reviens pas dessus. Et enfin, il ne s'agit pas simplement d'un ouvrage réactif, d'une certaine façon, de dénonciation, ou ce n'est pas un pamphlet simplement contre la société industrielle. Ted Kaczynski décrit les maux, mais il propose également concrètement des remèdes aux maux, et il démontre que c'est tout à fait possible, que l'homme n'est pas condamné à voir sa liberté disparaître, à voir sa dignité sans cesse amoindrie. Et donc, en ça, c'est aussi un ouvrage assez porteur d'espoir. D'une part parce que il ramène la plupart de nos combats à un seul combat. Donc, parce que Kaczynski aborde le sujet. Il montre bien de quelle façon, en fait, les gens comme nous sont condamnés à s'épuiser, si vous voulez. Un jour, c'est le Covid, le lendemain, c'est la guerre en Ukraine, le surlendemain, c'est la Troisième Guerre mondiale entre la Palestine et Gaza, le jour d'après, c'est la GPA pour tous. Bref, c'est jamais terminé, si vous voulez. Parce qu'on traite les conséquences sans traiter la cause. Ce livre-là s'intéresse à la cause. Et donc, quand on traite la cause, finalement, on traite toutes les conséquences d'un seul coup. Et en plus, c'est un combat qui attend un résultat, si vous voulez, positif. Alors que nous, on est à éviter un résultat négatif. Or, Kaczynski démontre bien qu'on s'emploie beaucoup plus intelligemment et avec beaucoup plus d'énergie, finalement, dans l'attente d'une conclusion positive que simplement à toujours essayer d'éviter le mal. Donc, l'ouvrage de Kaczynski n'est pas simplement un ouvrage, si vous voulez, apocalyptique à expliquer ce qui va tous nous arriver. Non, au contraire, il trace un chemin pour s'en sortir. Et ça, c'est vraiment une différence absolument fondamentale avec la plupart des livres écrits sur la question de la crise de la modernité. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le public devrait, le public français notamment, c'est pas pour rien que c'est dans notre pays que Bernanos a écrit La France contre les robots. Il y a quelque chose de très ambivalent dans le rapport de la France avec la modernité technicienne. Je pense vraiment que le public français doit redécouvrir Kaczynski et qu'il peut s'emparer de cette œuvre pour préparer son avenir. Et alors justement, pour la dernière question, je vais bien sûr arriver sur Bernanos. Il y a en fait à la lecture de l'ouvrage un nom qui revient souvent, c'est évidemment celui de Jacques Ellul. Un qui revient moins souvent, c'est celui de Bernanos, mais et en particulier lorsqu'il dégage l'idée du caractère incontrôlable de la société, qui est très bernanosien. Et c'est un parallèle, oui, je le disais, qui ne vous a pas échappé, puisque vous parlez aussi du royaume des machines, en reprenant cette expression de Bernanos. Dans La France contre les robots, justement, le monde de la machine va aussi produire toute une caste de technocrates. Ce sont ces technocrates-là qui vont se retrouver mis au chômage et donc sortis un petit peu de cette société avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et est-ce que c'est en ça aussi que repose l'espoir finalement d'un changement, même peut-être ici? Est-ce que ça va changer la donne? Complètement, et c'est inédit à nouveau. C'est inédit pour la première fois de l'histoire moderne, depuis que la machine à vapeur a été inventée par James Watt. Pour la première fois, ce sont les classes supérieures qui vont payer les effets de l'innovation technologique, et ça peut assurément changer la donne d'un point de vue politique. On peine encore à imaginer les conséquences que ça aura au niveau des équilibres dans les sociétés, notamment occidentales, et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir effectivement à fonder dans cet attendu-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci Roxane. Pour cette présentation. Merci d'être venu. Donc, on le rappelle, c'est La société industrielle et son avenir aux éditions du Verbe Haut. Et c'est actuellement disponible partout, à la FNAC, absolument partout, et avec un certain nombre de dédicaces prévues un peu partout en France. Et à l'étranger, d'ailleurs. Ah oui, à l'étranger, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci.